Bonjour à tous et merci beaucoup voilà, de nous rejoindre pour cet événement webinaire de la T2E BFC. Donc, il s'agit du deuxième volet sur les solutions industrielles d'avenir. Nous avions fait un premier volet le 9 novembre dernier sur on avait parlé chaleur fatale, on avait parlé solaire thermique, on avait parlé biomasse et vous pouvez retrouver le replay donc sur notre site. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder donc un deuxième volet qui sont donc géothermie pour un site industriel et chaufferie CSR, combustible solide de récupération. Donc pour cela, nous allons donc dérouler ainsi une petite présentation de notre présidente Solène Guillet de la T2E BFC. Voilà, pour vous rappeler la mission de la T2E. Ensuite, c'est Lionel Robe de Planer qui interviendra sur la géothermie. C'est Sylvie Fraval et Jérôme Offray de Veolia qui interviendront pour le CSR. Donc, on vous expliquera brièvement de quoi il s'agit et puis ils nous feront un retour d'expérience sur un projet qu'ils ont mis en œuvre. Et puis, nous aurons l'ADEME qui interviendra à la fin pour vous parler des aides. Donc Laura Rouvelin sera en direct donc avec nous pour vous parler des aides géothermie et j'interviendrai un tout petit peu avant pour vous parler des aides CSR qui sont donc instruites par Fabien Dufaux chez nous en BFC mais qui n'a pas pu se joindre à nous mais qu'on aura peut-être voilà, au téléphone tout à l'heure. Pour les questions, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir bien gérer le temps, on va laisser les présentateurs voilà, faire leur présentation et puis on se réservera un petit temps de questions à la fin de chaque thème. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez tout de même les poser dans l'onglet questions et puis on répondra après les présentations. Donc une après géothermie, une autre après CSR et une autre après les aides. Voilà, donc je passe la parole à Solène pour la présentation de l'AT2. Merci Sophie. Donc Solène Guillet, moi je suis en Bourgogne-Franche-Comté, déléguée régionale du groupe AFNOR et donc je représente l'AT2E au niveau de la région avec un bureau qui est assez élargi avec un certain nombre de structures. Donc l'AT2E, c'est l'association technique énergie et environnement, une association qui est présente au niveau national avec des délégations dans chacune des régions. Le rôle de la T2E, il est vraiment centré sur la promotion et l'accompagnement des acteurs sur le sujet de l'efficacité énergétique. C'était sa mission plutôt initiale, hein, et puis progressivement avec les enjeux apparus en termes environnementaux et urgences climatiques, tous les sujets liés à la décarbonation, aux énergies renouvelables sont également devenus un des piliers de l'activité de la T2E. Donc, c'est une association loi 1901 qui regroupe des acteurs du monde de l'énergie, hein, que ce soit des fournisseurs, des distributeurs, des équipementiers, des institutionnels, avec l'idée de pouvoir être un centre, à la fois déjà un centre de réflexion et de maturation d'un certain nombre de projets pour faire évoluer émerger des filières, avec l'idée de dépasser l'intérêt de dépasser l'intérêt particulier et de se mettre vraiment au service de l'intérêt général, et puis d'être également une structure qui discute avec les pouvoirs publics pour faire avancer un certain nombre de sujets. Donc concrètement, en plus les délégations régionales, c'est une chose, mais vous allez retrouver des pôles d'expertise, des domaines d'expertise répartis en deux pôles, efficacité énergétique avec des clubs, notamment le club C2E. Toutes les fiches standardisées pour les certificats d'économie d'énergie sont proposées et rédigées par le club C2E et avant d'être validées par l'ADEME et par le ministère. Un département maîtrise de l'énergie avec une communauté des référents énergie qui se réunit régulièrement, un club cogénération, et puis la T2E gère également les programmes C2E nationaux tels que Oscar et FIBAT qui accompagnent la filière du bâtiment vers les économies d'énergie. Et puis au niveau industriel, et on aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots à la fin, c'est le programme Pacte Industrie dans lequel vous retrouvez les formations pro-RFEI de formation de référents énergie dans l'industrie,
et ProSMEN, qui est une aide incitative pour les entreprises qui mettent en place un système de management de l'énergie et qui le font certifier selon la norme ISO 50001. Le deuxième pour les énergies renouvelables, avec des sujets soit très matures, soit encore en maturation, qui permet de vraiment travailler sur le cadre normatif, réglementaire et technique pour faire avancer ces sujets. Le club biogaz et les gaz verts sont un sujet d'importance en ce moment pour voir comment les développer. Le stockage d'énergie, le power to gas et la pyrogasification. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur le site de la T2E qui est une mine d'informations et en adhérant à la T2E, on vous incite vivement à adhérer à la T2E parce que vous pourrez bénéficier de tous ces retours d'expérience et également recevoir le magazine Énergie Plus qui est une vraie mine d'informations pour notamment et des retours d'expérience sur tous les sujets énoncés. La T2E en Bourgogne-Franche-Comté, donc que je représente, est un bureau très étoffé, c'est ce que je vous disais. Donc Lionel et Sophie présents aujourd'hui en font partie. Paul Nusa et Claire Nicolas en sont les délégués actuellement. Et puis vous retrouvez, vous voyez les logos, un certain nombre de structures, que ce soit Enedis ou GRDF, EIMI qui accompagne les industriels et le tertiaire sur les aspects chaufferie ventilation, Opal Énergie Net Engagé, qui est un bureau d'études et qui met en œuvre des projets méthanisation, photovoltaïque et éolien. Et puis des bureaux d'études comme Planer, bien sûr, Lionel nous en parlera tout à l'heure. L'AEA, c'est l'association des entreprises de l'agroalimentaire qui travaille également sur le sujet. Voilà. Donc un réseau très dynamique, on essaye vraiment d'organiser plusieurs événements dans l'année, celui d'aujourd'hui est le deuxième. On aura également une visite d'un site industriel le 17, je crois que c'est je me demande si je ne l'ai pas mis dans la diapo d'après, je ne sais plus. Le 17 septembre, visite industrielle d'un site photovoltaïque en autoconsommation en site industriel. Et puis le 14 novembre est en train de s'organiser une grande journée Jeux des carbones qui aura lieu à Belfort, organisé donc son pilote, le ministère, à travers le comité de filière Nouveau Système Énergétique et la Vallée de l'Énergie située à Belfort. Voilà, pour la T2E en Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, je vous invite à venir nous rejoindre et à adhérer à la T2E pour bénéficier de cette grande expertise. Ou pour faire avancer également les sujets qui vous intéressent, bien sûr. Voilà, donc voilà, et on va commencer donc notre présentation avec Lionel qui fait partie, Lionel Robe, qui fait partie donc du bureau de la T2E et qui aujourd'hui va nous parler via son bureau planaire de géothermie. À toi Lionel. Bonjour à tous. Attends, laisse le premier slide s'il te plaît. Tu peux revenir en arrière? Ouais. Donc oui, je vais vous parler d'un exemple de géothermie qu'on est en train de terminer chez un industriel. Alors, je n'ai pas le retour d'expérience complet puisqu'on est en phase de finalisation du chantier. L'installation elle va être mise en service au mois de septembre. Par contre, on a une autre installation de géothermie qui tourne à 500 mètres de nos bureaux là sur du logement qu'on suit depuis une année. Et je vous ferai quand même un retour dessus parce que c'est aussi intéressant de voir, même si c'est que du logement, on reste quand même sur du chauffage. C'est quand même intéressant de voir ce que ça apporte et les niveaux de performance qu'on arrive à atteindre. Alors, juste Planer, tu peux dire, ouais, voilà. Donc Planer, en fait, on a un bureau d'ingénieurs conseils en efficacité énergétique et on travaille sur l'ensemble des thématiques liées à la décarbonation. C'est un bureau d'études qui a helvético-français, on va dire, puisqu'à la base, il a été créé en Suisse en 1985. Et puis moi, j'ai créé en fait la filiale française en 2010. Donc aujourd'hui, on a environ 160 collaborateurs entre la France et la Suisse. Avec en France, on est sur 3 implantations, Besançon. Alors pour l'instant, on est à Val d'An, on va être à Besançon, Chambéry et Lyon. Puis le fait d'être groupé avec nos collègues suisses, ça nous fait aussi qu'on a pas mal de choses en commun, à la fois d'un point de vue administratif, technique, où voilà, on a un ingénieur frigoriste, etc. Attends, va doucement, s'il te plaît, Sophie. On propose des prestations étendues sur la partie énergie et thermique. On traite, je pense, aujourd'hui l'ensemble des sujets. Le seul sujet qu'on ne traite pas, c'est tout ce qui est contrat d'achat, renégociation de contrat d'achat d'énergie, gaz, électricité, voilà. Mais vas-y, tu peux appuyer, s'il te plaît. Sur voilà, on essaye d'avoir une indépendance, une neutralité de notre conseil. D'ailleurs, le capital de l'entreprise est détenu à
à 100% par l'ensemble des salariés, donc et à 80% par 6 cadres. Donc on reste vraiment indépendant sur le conseil et on ne fait que des prestations de conseil et d'ingénierie. Donc dans ce cadre-là, en fait, on n'a pas forcément on fait pas de surprescription de matériel. Donc le point important, c'est qu'on peut intervenir sur l'ensemble des éléments d'un projet, soit sur des phases audit, études de faisabilité, donc relativement en amont, ce qui permet en fait de fournir des éléments d'aide à la décision pour le client ou l'industriel. Une fois que ces éléments-là, ils ont permis au client de prendre des décisions, bah, soit il va de l'avant seul sur son projet, soit on est capable de l'accompagner sur ce qu'on appelle de la maîtrise de fluide. Donc là, on va dimensionner l'entier des installations, les pompes, les tuyaux, les vannes, la logique de régulation, etc. On peut aussi l'aider à monter les dossiers de financement, C2E, ADEME, etc. À partir de ça, on va pouvoir consulter les entreprises sur la base d'un cahier des charges, un cahier des charges qui a été formalisé et qui est le même pour toutes les entreprises. Ensuite, on accompagne sur la partie suivi de travaux pour vérifier que les travaux sont bien faits conformément à ce qui a été acheté par le client. Et on va faire en fait souvent, je le montrerai tout à l'heure sur un exemple, on fait de la mesure de résultats et de l'optimisation du fonctionnement. L'intérêt aussi pour nous, c'est qu'à la fois sur la partie maîtrise d'œuvre et suivi de fonctionnement, ça nous permet de boucler la boucle. Donc, quand on tire des théories, comme je dis, en phase audit ou en phase étude de faisabilité, c'est souvent sur des choses qu'on a déjà fait, donc on est relativement robuste. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on a déjà fait, on le dit aux clients, on peut être relativement robuste à la fois sur les estimations d'économie qu'on est capable de sortir, sur la faisabilité technique déjà, et aussi sur les coûts. Vas-y, tu peux encore peut-être appeler une fois. Voilà, on accompagne nos clients. On a un certain nombre de qualifications au PQI, BIRGE qui fait qu'il y a pas mal de nos prestations, sur tout ce qui est notamment études de faisabilité ou autres, qui sont aidées entre 50 et 70% par l'ADEME. On fait partie de Pacte Industrie et dans ce cadre-là, on accompagne sur 2 types de prestations qui sont la formation ProRefEI pour former les référents énergétiques en industrie, qu'une formation qui a encore aidé à 80% cette année pour les entreprises de moins de 300 personnes, donc profitez-en. Ça passera à 70% l'année prochaine. Et pour les plus grosses entreprises au-dessus de 300 personnes, ça va passer de 40% à 0% a priori. Donc c'est vraiment une formation qui est intéressante. Je vous invite à vous renseigner. Et puis dans le cadre de Pacte Industrie, on accompagne aussi sur ce qu'on appelle des études de mix énergétique pour aider nos clients à trouver des solutions pour décarboner leur site, sachant que cette étude de mix énergétique, elle peut être couplée avec un audit. Et donc être aidé également par l'ADEME entre 50 et 70%. Voilà, le projet, donc le contexte du client, donc c'est une société qui fabrique des matériels un peu liés au domaine médical. C'est une PME familiale, ça c'est je pense un élément important. En tout cas, au moment du projet, il y avait vraiment une volonté aussi, le fait d'avoir une PME familiale, il y avait je pense une approche vraiment long terme des gens qui dirigent, donc de 80 collaborateurs, qui est basé à Voray-sur-l'Oignon, donc c'est juste à côté de Besançon. Ils avaient un bâtiment existant dans lequel ils avaient de l'administratif et de la prod qui faisait environ 3000 m². Ils avaient une forte augmentation de leur marché. Ils avaient déjà fait un audit de l'existant qu'on avait fait avec eux il y a 4 ou 5 ans, je crois. Donc, il leur avait déjà permis de voir un certain nombre de points, qu'il y avait des choses à améliorer sur l'existant, avec des choses qui auraient sûrement aussi pu être faites différemment à la conception. Ils avaient un projet d'extension de 2500 m², donc c'est un projet significatif pour eux. Hein. On est sur plusieurs millions d'euros d'investissement pour répondre à une demande. Et ils avaient la volonté au niveau de la direction de ces entreprises d'avoir un bâtiment qui soit exemplaire, notamment sur les scopes 1 et 2, donc de réduire les émissions de CO2. Voilà. Le point aussi particulier, c'est qu'on était dans ce qu'on appelle une approche de gestion de projet en maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont consulté une équipe de maîtrise d'œuvre dont on faisait partie pour faire toutes les études préalables. Puis, en fait, c'est dans le cadre des études préalables qu'on a fait des études, ce qu'on appelle d'avant-projet, qui ont permis de faire les choix des systèmes en fait à mettre en œuvre, en regardant à chaque fois le coût, les économies, les aides. Puis, une fois qu'on a eu formalisé le concept, notamment sur la partie énergie, mais le concept énergétique qu'on voulait mettre en place, là, on a déroulé toute la conception détaillée. Puis, en fait, on consulte ce qu'on appelle avec un allotissement. Donc, on choisit une entreprise de chauffage, une entreprise de géothermie pour nos lots, il y a la partie bâtiment également, et voilà, il y a vraiment une phase d'étude qui permet l'approche en coût global et une réflexion préalable avec le maître d'ouvrage. L'approche en phase d'étude, au début, le cahier des charges qui nous avait été confié, c'était de travailler uniquement sur la partie extension. Voilà. Et nous, dès ce démarrage, en fait, on a rendu ce qu'on appelle un avant-projet et on a
tout de suite attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait qu'il fallait vraiment se poser la question globalement sur le froid, le chaud, l'air comprimé, et qu'il y avait sûrement des choses à mutualiser sur l'ensemble du site pour avoir une approche énergétique globale. Donc ça, on a aussi dès le début aussi sensibilisé le maître d'ouvrage à une solution géothermique qui pourrait être intéressante. On l'a d'ailleurs emmené, et ça c'est un point important, je pense, on avait la chance à ce moment-là d'avoir un autre chantier de géothermie qui se déroulait à Besançon pour le siège de l'ADAPI du Doubs. Et en fait, on l'a emmené voir, c'était le moment où on faisait les forages. Donc en fait, on a emmené la directrice de l'usine, Céline, voir la foreuse, et ça lui a aussi permis de voir ce que c'était que de la géothermie, parce que c'était quelque chose qui peut des fois qui peut effrayer, enfin je sais pas si peut effrayer, mais inquiéter. Voilà. Donc suite à ça, en fait, ils nous ont demandé, ils nous ont confié une extension d'études pour avoir une approche géothermie et coût global sur l'ensemble du site. Donc en fait, on leur a fait une petite analyse, voilà, où en fait, entre une solution de base qui serait, je mets simplement de la PAC RO et je garde le gaz en appoint, et deux autres alternatives qui étaient soit de mettre de la PAC géothermie avec du gaz ou de la PAC géothermie avec de la PAC RO en appoint, on leur a montré que finalement qu'il y avait un écart entre les deux solutions d'investissement, puisqu'on était quand même quasiment à il y avait presque 250 000 € d'investissement. Mais finalement, les économies de la solution tout à droite, enfin les deux solutions géothermie par rapport à la solution PAC RO, elles avaient quand même un temps de retour qui était intéressant par rapport à la durée de vie de l'installation, 9-10 ans, peut-être un peu long par rapport à certains critères d'investissement des industriels, mais voilà, le fait qu'on ait une PME familiale, clairement la réponse a été de dire c'est quoi la durée de vie des sondes, 40 ans, ok, bon alors il n'y a pas de question, nous on construit un bâtiment pour la durée, et donc en fait il faut qu'on parte sur la solution géothermie et qu'on investisse dans cette solution-là. Voilà, c'est la même chose, ce que vous avez dans le graphique, on avait plusieurs variantes, j'avais quelque chose de simplifié, qui nous ont permis vraiment de regarder, d'avoir cette vision en approche en coût global, et c'est cette approche en coût global qui fait que le client est parti vers la solution géothermie. Donc en fait, suite à cette première phase, en fait, on a dégrossi, c'est un premier filtre. Là, on a lancé ce qu'on appelle, alors je le présente parce que je pense que c'est vraiment le point important dans la démarche d'une étude de faisabilité géothermie. On lance ce qu'on appelle une étude de faisabilité détaillée, qui là est soutenue par l'ADEME à entre 50 et 70% selon la taille de l'entreprise, où on va déjà travailler simplement sur les besoins du bâtiment, donc les besoins à chaud et froid. On a besoin de les estimer, de les simuler sur une année complète. On fait une étude de sol en collaboration avec un hydrogéologue pour, on avait déjà vérifié avant que le sol était favorable à la géothermie, mais là, on vérifie vraiment qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne se retrouve pas trop près d'une zone de captage, par exemple de captage d'eau potable. Et puis, on fait une estimation en fait des caractéristiques du terrain. À partir de ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle un géomodèle. Donc, en fait, on va implanter les sondes autour du bâtiment. Et en fait, on va simuler les cycles qui vont se passer, enfin, le comportement thermique des sondes et du terrain autour des sondes sur une période de 25 ans. Donc, en fait, on simule le fait qu'en hiver, par exemple, on vient extraire de la chaleur. Donc, on refroidit le sol autour des sondes, et qu'en été, on vient réinjecter de la chaleur, puisqu'on l'utilise en froid, et donc on vient réchauffer les sondes. Le but, en fait, c'est de vérifier qu'on n'a pas un appauvrissement du terrain dans le temps. Donc, on n'a pas un terrain soit qui se refroidit si on n'a pas mis assez de sondes parce qu'on vient trop tirer d'énergie, soit qui se réchauffe et qui pose un problème après, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à évacuer la chaleur. Donc en fait, on vient simuler le comportement du terrain sur 25 ans. Ça nous permet aussi, nous, d'optimiser en fait l'ensemble, le fait qu'on fasse à la fois la simulation des besoins horaires, le concept énergétique et la simulation du terrain, ça nous permet en fait de simuler l'ensemble. Voilà, comment j'implante les sondes, est-ce qu'il vaut mieux, comment je dimensionne ma PAC, comment je vais même gérer ma PAC, est-ce que je plafonne à un certain moment donné ma PAC en puissance pour optimiser mes séquences de charge ou décharge du terrain. Donc voilà, ça nous a vraiment permis d'optimiser l'ensemble du sujet et d'avoir un premier, et ça nous a permis en fait de confirmer les premiers chiffres, d'affiner, on va dire, les premiers chiffres qu'on avait sortis en opportunité sur tout ce qui était coût d'investissement, économie d'énergie. Ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on a déjà présenté là les résultats, on va dire, actualisés aux clients, et ça lui permet de confirmer ou pas, mais là, ça a confirmé qu'il voulait toujours aller vers la géothermie. Donc là, pour être vraiment sûr de notre coût, et ce qui est aussi demandé par l'ADEME, c'est on fait une sonde test. Donc on fait une sonde de 180 mètres qui sera réutilisée par la suite. Dans le cadre du projet, elle n'est pas perdue. Donc on fait une sonde
à l'endroit où, au début du champ de sonde qu'on va faire. Et en fait, on met derrière une machine pour faire ce qu'on appelle un test de réponse qui va nous permettre en fait d'avoir les vraies caractéristiques du terrain. On les avait estimées à l'étape 2, là, à l'étude de sol, mais là on va vraiment avoir les vraies caractéristiques, c'est-à-dire comment réagit le terrain. Et ça nous permet en fait de refaire une boucle sur notre modèle de simulation pour le recaler et vérifier qu'on est toujours bon. Voilà. À partir du moment où on a plus de 1000 mètres de sonde, c'est en fait une demande de l'ADEME d'avoir ce test de réponse pour prendre aucun risque. La sonde test elle est également aidée par l'ADEME, c'est important de le dire. Pareil, entre 50 et 70% d'aide. Donc il y a vraiment, à chaque étape, il y a vraiment, et on est à 5 ou 10% hein, par rapport à ce qu'on avait estimé. Donc il y a rarement des mauvaises surprises quand on fait. Enfin, moi j'ai jamais eu une mauvaise surprise sur tous les projets de géothermie, puis j'en ai jamais entendu parler de mauvaises surprises quand on fait la sonde test. Mais il vaut mieux la faire. Donc là, c'est un exemple. Hein, c'est à un moment donné dans l'année, on voit les petits points, c'est les sondes qu'on avait implantées. Et puis en fait, c'est l'évolution de la température du sol autour des sondes. Donc on voit que plus on s'éloigne du sol, des sondes, pardon, plus le sol reste à température constante. Plus il est chaud, plus autour des sondes il refroidit. Là, ce qu'on voit sur la courbe de gauche, c'est sur une année l'évolution des températures aller-retour dans les sondes. Donc on voit qu'en hiver, la température dans les sondes, elle diminue, puisqu'on vient chercher de l'énergie et qu'au fur et à mesure, on abaisse la température autour des sondes. Et puis ensuite, en été, en fait, quand on réinjecte, on réaugmente. Donc en fait, quand on rattaque l'hiver d'après, finalement, on a rechargé les sondes, et en fait, on voit qu'on a quelque chose qui est assez stable. Donc ça, c'est la simulation sur une année. Et puis si on appuie sur si tu appuies, Sophie, là, c'est la même simulation en fait qu'on vient tourner en fait sur 25 ans. Donc on voit là qu'on constate que nos sondes elles dérivent relativement peu et qu'elles sont en train d'atteindre ce qu'on appelle une asymptote. Hein. Ceux qui se rappellent de leurs années de mathématiques. Et donc on voit en fait qu'on a vraiment une température mini, on ne veut pas descendre trop bas, on a des exigences à respecter, il ne faut pas qu'on descende en dessous de -3. On arrive à avoir des sondes qui sont relativement stables, donc c'est que le champ de sonde, enfin ça c'est le résultat de la mesure optimisée. Hein. Il y a avant des simulations qui ne marchent pas bien. Donc en fait le travail d'ingénierie là, c'est d'optimiser les implantations et les simulations pour avoir un champ de sonde qui soit stable. Donc là, c'est une autre image avec, on voit le bâtiment existant en bas, l'extension qui a été faite ici, qui est en cours de construction. Hein, et puis là, c'est l'implantation des sondes avec les collecteurs pour ramener tous les fluides dans le local technique qui est situé ici. Voilà. Et puis là, c'est l'actualisation. Donc finalement, l'actualisation, la référence qu'on avait à la fin, c'était une Pacero. On a finalement, en optimisant et en travaillant sur le dimensionnement, on a été un petit peu meilleur en termes d'énergie soutirée par sonde. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, on a un fonctionnement, on utilise les sondes à la fois pour du chauffage en hiver et à la fois pour du refroidissement en été. Ça veut dire qu'en été, on réinjecte de la chaleur liée à la climatisation du bâtiment, mais également, en fait, les rejets de chaleur fatale du process, on en réinjecte une partie. On a notamment des sondes d'usinage qui dégagent de la chaleur et qui sont refroidis. En fait, on réinjecte cette chaleur dans les sondes. En faisant ça, en fait, finalement, on arrive à tirer, en fait, avec une certaine quantité de sonde, en fait, on arrive à tirer beaucoup d'énergie. Donc, en fait, on a des besoins de sonde en mètres linéaires par besoin de chaleur qui sont relativement plus faibles que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, avec une sonde, on va peut-être produire 70 kWh par mètre linéaire de sonde. Là, on va arriver à produire 90 à 100 kWh par mètre linéaire de sonde. Donc, dit à l'envers, par rapport à des besoins en kilowattheure, j'ai besoin de moins de mètres linéaires de sonde. J'ai donc besoin de moins d'investissement. Et en fait, les aides ADEME, elles sont calculées en fonction de l'énergie qu'on soutire. Donc, vous comprenez bien que par rapport à un projet où pour la même quantité d'énergie soutirée, j'aurais eu le double de sonde, ben là, en fait, j'ai la moitié moins de sondes et j'ai la même quantité d'aide. Donc là, on a quasiment des aides qui, sur ce projet, couvrent pas loin de 80% du coût du champ de sonde. Je ne parle pas des pompes à chaleur, mais je parle du coût du champ de sonde. Donc c'est quand même relativement intéressant. C'est ce qui fait que finalement, vous voyez qu'entre la variante PAC RO plus gaz, qui était finalement à 760 000, donc ça, quand on avait actualisé, on arrive à une solution géothermique qui finalement en reste à charge est 20 ou 30 000 euros supérieur. Donc c'est vraiment, en gros, on a réussi à payer une bonne partie du surcoût avec les aides ADEME parce qu'on avait un concept chaud-froid qui est intéressant. Et c'est ce qui est intéressant dans l'industrie, c'est que souvent vous avez des besoins de chaleur fatale qui peuvent en fait aider à faire des installations de géothermie relativement performantes.
Voilà, tu peux peut-être passer à celle d'après, Sophie. Lionel, Ouais, j'en profite juste pour te poser une petite question qui apparaît dans le chat, c'est de savoir si on peut avoir une estimation des mégawattheures récupérés. Alors, la question a été posée il y a 2 minutes, donc je ne sais pas non, exactement. je l'ai pas en tête là. J'ai pas en tête les mégawattheures qu'on a. Attends, reviens en arrière, t'allais trop loin, Sophie. Non, j'ai pas en tête les mégawattheures qu'on a récupérés sur ce dossier-là. Je les ai pas. Faudrait que je regarde. Ouais, de toute façon, bah, on peut le faire rapidement de calcul de coin de table. D'habitude, on a 70 kWh par mètre. Là, on est à 100, donc ça fait 30 kWh de plus sur 4500 mètres de sonde. Je dirais qu'il y a 120 à 160 MWh qu'on a dû réinjecter dans le terrain. C'est ces ordres de grandeur-là. Voilà. Ouais, c'est bon, Sophie, tu peux passer à celui d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, après, une fois qu'on a fait cette étude de faisabilité, il y a toute la partie, la dimensionnement, où on vient vraiment dimensionner l'ensemble de l'installation, la taille des pompes, la taille des conduites, la sélection des packs, donc quel type de modèle on met, parce qu'on voulait des modèles assez spécifiques. Le dossier de consultation des entreprises et le choix des entreprises. C'est d'ailleurs EIMI qui a été retenu sur ce dossier-là. On a déposé un dossier fonds chaleur. Alors le dépôt du dossier fonds chaleur, il se fait avant le choix des entreprises, toujours. Donc on a déposé le dossier fonds chaleur investissement et on est dans un chantier qui est en cours et qui aura une mise en service en 2024. Et puis derrière, on aura toute une phase optimisation, réglage, avec pour objectif de mettre la performance sur contrôle. Donc c'est ce qu'on appelle du commissionnement de la performance. Donc voilà, ça c'est pour le projet Imaxonic. Je vais juste faire un rec rapide sur un autre, je ne sais pas où j'en suis dans le timing, ça a l'air d'aller. Sur un autre dossier, donc ça c'est un projet de 29 logements qui est juste à côté de chez nous. Vas-y Sophie, voilà, c'est un bâtiment neuf de logement. On fait donc là on utilise la géothermie pour faire du chauffage du bâtiment par du chauffage au sol. On fait du préchauffage de l'eau chaude, on préchauffe l'eau chaude à 35-40 degrés parce qu'on ne veut pas trop dégrader les COP. On sert également de la géothermie pour faire ce qu'on appelle du géocooling, c'est-à-dire qu'en hiver, en été, pardon, on peut envoyer de l'eau fraîche dans les planchers chauffants, donc de l'eau à 18-20 degrés, ce qui permet en fait de gagner 2 ou 3 degrés sur les températures ressenties dans les logements. Donc c'est un argument aussi pour le promoteur immobilier de dire qu'il avait à la fois des logements qui avaient une super étiquette énergie parce qu'on est A sur la partie énergie, A sur la partie gaz à effet de serre. On a une chaudière granulée en appoint, je ne l'ai pas dit, mais aussi le fait que voilà, il avait des bâtiments qui étaient confortables, donc il y avait des faibles coûts. Une bonne étiquette, des faibles coûts et surtout et en plus du rafraîchissement. Et alors bon, cette année on n'a pas vraiment de canicule en Bourgogne-Franche-Comté, on a un peu trop d'eau, mais ça fait quelques années quand même qu'on avait des étés relativement chauds, donc ça a été clairement un argument de vente qui l'a aidé aussi à vendre ses appartements. Donc on a eu la même approche que sur Imasonic, hein. On a déjà fait une sensibilisation du maître d'ouvrage dès le début en lui parlant de la géothermie et en l'emmenant voir des installations dont les clients étaient contents. Ensuite, on a fait une étude de faisabilité, une consultation, et puis là, maintenant, on a une mission de suivi depuis 1 an où on suit dans le temps les performances et on fait quelques petits ajustements de réglage, ce qui nous permet aussi, nous, de voir certaines choses qu'on va intégrer dans nos futures conceptions pour faire des installations encore plus d'un meilleur rapport qualité-coût, donc plus performante, mais il y a aussi des points en termes de design de cost qu'on va améliorer. Alors là, je vous ai mis un petit graphe. En fait, c'est le COP. Alors, c'est mois par mois. C'est le COP de la pompe à chaleur en vert. Donc, c'est le ratio entre l'électricité consommée par la pompe, entre la chaleur produite, pardon, par la pompe à chaleur et l'électricité consommée en vert. Et en bleu, en fait, si on rajoute les auxiliaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des COP qui sont plutôt de l'ordre de 5. Donc, ça veut dire en gros que pour 1 kWh électrique consommé, on produit 5 kWh de chaleur. Donc c'est plutôt des COP qui sont relativement excellents, enfin qui sont super bons. Dit autrement, ça veut dire que si vous achetez de l'électricité à 150 € le mégawattheure, vous sortez de la chaleur au cul de la PAC à 30 € le mégawattheure. Donc quand vous comparez avec du gaz qui est à 60-70, on a un système qui est relativement compétitif et qui en plus est beaucoup moins carboné puisqu'on a en France une électricité qui est nucléaire, peu carbonée et en partie renouvelable. Voilà. Là, voilà, c'est un autre graphique qui montre le suivi. On suit toutes les consommations jour par jour. Et là, ce qu'on voit, c'est la température du champ de sonde donc, qui a baissé, qui était à
12-13 degrés, le point en haut, là, il est à 12-13 degrés au début de la saison de chauffe. Il est descendu à 7-8 degrés. Alors, il n'est pas descendu très bas parce qu'on a eu un hiver relativement doux. Normalement, il aurait dû plutôt se rapprocher de 0 degré. Donc, il a eu des consommations bien plus faibles que ce qu'on avait escompté. Surtout des appels de puissance plus faibles, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu des journées très, très froides pendant quelques jours. Donc, c'est ce qui fait qu'on est plutôt avec un. Et là, on voit que le champ de sonde, il est déjà en train de se recharger et qu'à la fin de l'été, enfin, au début de l'hiver prochain, on va rattaquer à peu près sur le même niveau qu'on avait cette année. Donc, on voit bien que notre champ de sonde, il est stable. Voilà. Parfait pour le timing, Lionel, félicitations. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on avait la question sur les mégawattheures. Pour les aides ADEME, donc Laura Rouvelin nous fera un petit point voilà, spécifique pour les aides. Mais en gros, il y a des aides à l'étude, elle va en parler, Laura, il y a des aides à l'étude et des aides à l'investissement. Voilà, c'est ça. Les aides à l'étude ne sont pas du tout conditionnées par un investissement. C'est-à-dire que même si vous faites une étude de faisabilité, il y aura une rentabilité qui serait de 4 ou 5 ans, mais vous décidez pour une raison qui vous est propre de ne pas faire le projet parce que le surcoût il est trop élevé, ben, vous n'avez pas d'obligation de faire le projet. C'est juste une incitation pour étudier cette variante-là, relativement tôt dans votre projet. Et c'est vrai que donc chaque fois qu'on a un projet pompe à chaleur, on peut quand même se poser, enfin assez conséquent, on peut quand même se poser la question de la géothermie, puisque du coup les COP sont quand même intéressants en géothermie, bon à condition évidemment que le sol vous le permette. Et puis il y a aussi, si jamais le projet n'est pas sur sonde mais sur nappe, il y a possibilité d'avoir une assurance sur l'ensemble du projet si pour une raison ou une autre avec vraiment de la malchance, parce que généralement, avec toutes les études qui sont faites en amont, on peut vraiment, voilà, anticiper toutes les problématiques. Mais voilà, il existe des assurances qu'on peut souscrire pour le projet qui permet de couvrir. Voilà. C'est vrai qu'ici, j'en ai pas parlé, on est sur une solution géothermie sur sonde. Voilà. La deuxième solution qui existe, c'est la géothermie sur nappe. Donc, quand on a une nappe à 10 ou 40 ou 50 mètres de profondeur, bah, plutôt que de faire 20 sondes, on va faire 2 puits, on prend l'eau dans un puits, on prend de la chaleur dessus, on en remet, et puis on la réinjecte plus loin. Voilà. Après, voilà, ça dépend du type de nappe, mais c'est souvent une solution qui est aussi intéressante parce qu'elle, en fait, les coûts d'investissement sont moins élevés. Alors, les aides de l'ADEME sont aussi moins élevées parce qu'elles en tiennent compte. Faut aussi voir que l'inconvénient de la géothermie, quand vous mettez 30 sondes, vous l'avez vu sur le plan, il y a quand même une partie du terrain que vous condamnez. Donc là, on les a mis en lien avec le parking et la cliente, elle considère que ça restera toujours un parking et qu'elle n'a pas forcément l'intention de construire un bâtiment sur les sondes, quoi. Mais ça, on monopolise un petit peu de foncier sur les sondes, ce qui est l'avantage de la géothermie sur nappe. Enfin, nous, on regarde toujours, quand on a de la nappe, on fait plutôt de la nappe. Voilà, on n'avait pas de nappe. Effectivement, le seul souci de la nappe, c'est est-ce qu'elle va toujours être là dans 5 ou 10 ans? Normalement, l'étude de l'hydrogéologue, elle permet de bien statuer là-dessus. Et comme l'a dit Sophie, il y a aujourd'hui des assurances qui s'appellent Aquapac qui permettent en fait de verrouiller ce point-là, notamment pour favoriser la géothermie sur nappe. Voilà, et on a une petite question dans le chat qui concerne la nature du sol et notamment quelle nature de sol est contre-indiquée. Alors en fait, ouais, il existe. En fait, nous on a accès à des cartes et il y a des cartes qui existent et qui disent, en fait, qui permettent de savoir si on est dès le début là qu'on est sur un site. En fait, nous on sait si on est sur un sol favorable ou défavorable. Sol défavorable, ça peut être un sol karstique, ça peut être aussi un sol où on a un captage d'eau potable dessous, donc on n'a pas le droit de descendre trop profond. Ça peut être des sols où on a ce qu'on appelle des évaporites, donc c'est des roches, enfin c'est des sels qui fait que si jamais on met de l'eau en contact avec ces nappes de sel, on peut avoir des problèmes de dissolution, de gonflement, et que ça peut poser des problèmes. Donc en fait, on a des cartes qui nous permettent rapidement de savoir en fait si on est avec un sol qui est déjà, si c'est faisable ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'autorisation de forêt ou pas. Et puis si on a l'autorisation de forêt, après, ce qui peut changer dans la nature du sol, c'est un peu la conductivité. Ça peut être aussi la dureté. Je sais qu'on avait fait des sols, des forages dans les Alpes il y a quelques années. On était avec des sols relativement durs. Donc en fait, c'est comme vous, quand vous percez du bois ou vous percez du carrelage à la maison. Le foreur, il met un peu plus de temps, donc ça peut augmenter un petit peu le coût du forage. Voilà. Mais globalement, on arrive quasiment. Enfin, si on est dans une zone qui est dite favorable, parce qu'il y a des cartes nationales qui existent, on peut quasiment toujours faire de la géothermie. Ce qui peut changer, c'est la conductibilité du sol un peu moins bonne, donc on va mettre plus de sondes pour le même résultat. Un sol un peu plus dur, ça peut coûter un peu plus cher. Voilà.
Voilà. Et Donc, on j'ai a une répondu à autre la question. question. Oui, oui, je pense. Monsieur Gontier nous dira. On a une autre question par rapport. Donc là, ce que tu nous as présenté, c'était une extension création de bâtiments. Et si on veut changer en fait de vecteur énergétique avec un bâtiment existant, voilà, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça demande Alors là, on des avait une changements? extension. Donc en fait, on avait un bâtiment existant. Donc en fait, on a fait sur l'existant. Le point hyper important, en fait, c'est qui va vraiment jouer, c'est les niveaux de température en fait dont vous avez besoin pour vos systèmes de chauffage installés dans le bâtiment. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'une pompe à chaleur, si elle doit vous produire 100 kW d'eau chaude à 45 degrés pour envoyer, pour chauffer par du plancher chauffant par exemple, ou par des aérothermes basse température ou des radiateurs basse température, ben là, la pompe à chaleur, elle va consommer, on va dire, pour produire 100 kW de chaud, elle va consommer 25 kW électriques. Par contre, si vous devez faire de l'eau à 60, 65, 70 degrés, elle va en fait, pour le même besoin thermique, consommer plus d'électricité. Donc c'est ça qui va jouer, en fait, c'est les niveaux de température, sachant qu'après, ça peut être aussi de dire, on garde la pompe à chaleur jusqu'à une certaine température extérieure qui permet de faire, où on arrive à chauffer le bâtiment avec de l'eau à 50. Et puis en dessous d'une certaine température extérieure, qui est peut-être 0 degré et qui correspond à 20% des besoins, là on passe sur une solution à point gaz qui va être plus performante sur les hautes températures. Donc ça c'est l'étude. Quand on fait l'étude, on regarde. Et dans certains cas aussi, on a un client chez qui ce qu'on a proposé, c'est qu'il chauffait son atelier par des aérothermes. Donc il y avait un réseau hydraulique avec des aérothermes hydrauliques. Et en fait, pour travailler en basse température, ce qu'on a fait et pour améliorer le rendement de la PAC, c'est qu'on a en fait ajouté quelques aérothermes en plus sur son réseau. Et finalement, avec plus d'aérothermes, on arrive à fournir la même quantité, la même puissance de chauffage en travaillant à plus basse température. C'est un peu technique, mais j'espère que je suis clair. Voilà. Je voulais juste, avant de passer donc au CSR, et puis on pourra peut-être reprendre quelques questions si on a du temps à la fin du webinaire, vous annoncer ou vous rappeler que je travaille à l'Agence économique régionale et que dans ce cadre-là, je suis missionnée par l'ADEME pour faire des études d'opportunité. C'est-à-dire que j'interviens, mais vraiment très en amont du bureau d'études, donc bien en amont de Lionel, pour justement voir si il est pertinent pour vous d'envisager une géothermie. Donc, on va déjà regarder si le sol peut le permettre. Donc, voilà, pour répondre à la question, pour compléter un peu la question, on ne va pas se lancer dans une étude de faisabilité si déjà, dès le départ, voilà, l'énergie locale n'est pas disponible. Voilà. On va passer, merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications. Lionel, il restait deux questions dans le chat, donc si tu as l'occasion peut-être de regarder après et de éventuellement voilà, y répondre peut-être par écrit, comme ça on va pouvoir passer à la présentation de Veolia. Okay. Mais okay. oui. Sinon les gens peuvent m'envoyer des questions par mail parce que je ne les vois pas dans le chat là. Ok. D'accord. Ok. Bah, oui, voilà. Je te les enverrai par mail. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Oui, donc là on va accueillir donc Sylvie Fraval. Et attendez, hop, je ferme. J'ai plein de fenêtres qui sont ouvertes. Et donc c'est pas Jérôme Offray, j'ai pas changé parce que c'était Jérôme qui devait intervenir. Et finalement c'est Vincent qui nous fait l'amitié de nous faire une présentation. Donc je vais vous laisser la main, comme ça vous allez pouvoir vous présenter l'un et l'autre et puis nous expliquer votre projet de CSR. Donc c'est vrai que j'avais envie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui puisque les questions d'économie circulaire flottent beaucoup en ce moment. En termes de RSE, et puis beaucoup se disent mais qu'est-ce que je peux faire de mon déchet, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le brûler? Alors on a fait exprès de l'appeler comme ça parce qu'un déchet c'est interdit de le brûler, hein, on est bien d'accord. Donc il faut qu'il soit déclassé, traité. Donc voilà, Veolia va nous expliquer tout ça. Merci Sophie. Merci. Alors je suis d'abord désolée parce que on n'a pas réussi à se connecter en visio, donc vous n'aurez que la voix, mais on va essayer d'être précis et exhaustif dans cette présentation. Donc sur les sujets autour de la production d'énergie à partir de CSR. Alors juste un tout petit aparté, voilà, donc Vincent et moi appartenons à la société Veolia Recyclage et Valorisation des déchets, hein, donc un acteur national et international sur tout ce qui est collecte, tri, valorisation et traitement des déchets non dangereux, donc des déchets autour des ménages et des entreprises.
Et nous avons une installation, enfin une région qui est couverte à partir de Lyon, qui fait Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes et Jura également, et des différentes installations de traitement, de collecte et d'agences sur le secteur de BFC, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Alors, on va passer au sommaire de la présentation. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va aborder différents sujets autour de ce qu'est le CSR et comment on peut l'utiliser, hein, parce que comme le disait Sophie, on peut pas brûler son déchet comme ça sans réglementation particulière. Et puis après, on abordera avec Vincent le sujet d'un retour d'expérience, en tout cas d'un projet sur lequel on travaille actuellement dans l'est de la France. Alors, qu'est-ce que c'est que le combustible solide de récupération et quels sont les enjeux de cette filière? Alors, le combustible solide de récupération, c'est tout d'abord un déchet qu'on va catégoriser comme non dangereux, qui va être issu des collectes auprès des entreprises et des collectivités, alors plutôt sur la partie déchetterie des collectivités, et qui va être préparé dans une installation qui est soumise à un code ICPE, une installation particulière qu'on va appeler une préparation CSR, une ligne de préparation CSR. Pour donner une première vision aussi de ce que c'est que le CSR et du potentiel de ce combustible, il est estimé en fait donc par les spécialistes de la filière que d'ici 2030, il y aura à peu près 4 millions de tonnes de CSR qui seront disponibles sur le territoire français. Quelle est la vision aujourd'hui à 2024, enfin 2023-2024, c'est que finalement il y a à peu près 1 million de tonnes de capacité de production de ces CSR, c'est-à-dire de centres de préparation de ces combustibles à partir des déchets qu'on vient de voir précédemment. Et sur ce presque million de CSR produits, un tiers aujourd'hui est utilisé et valorisé de façon énergétique en cimenterie. Donc c'est dans le cas de la substitution du gaz dans les cimenteries, on utilise ce CSR. Alors qu'est-ce que tout ça nous dit? Ça nous dit que finalement, on a quand même une ressource potentielle dans ce combustible qui est importante sur le territoire national et que donc il va pouvoir être intéressant d'utiliser ce combustible. Alors, si on revient sur d'où vient ce combustible, il y a finalement deux lois principales en France qui ont contribué à la mise en place de cette filière de combustible solide de récupération. D'abord, la loi de transition énergétique qui donne un objectif de diminution de 50% des déchets enfouis 50% de baisse sur la référence 2010 à 2025, qui représente à peu près, on va passer plutôt de 20 à 10 millions de tonnes enfouies en 2025. Et puis aussi qui indique des objectifs de diminution de consommation d'énergie primaire fossile, des diminutions de l'ordre de 30% en 2030 avec une base 2012. La seconde loi qui justement contribue à cette filière, c'est la loi AGEC, la loi de l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui va encourager cette économie circulaire. Donc là, on est vraiment en plein dedans, puisqu'on est sur un déchet qui est produit et qui va être réutilisé pour produire de l'énergie. Au-delà de cette baisse de capacité de l'enfouissement, aujourd'hui, la loi AGEC invite aussi à ce que ces déchets qui sont dits plutôt ultimes soient valorisés énergétiquement. Donc ces deux lois, ces deux tendances aujourd'hui et lois sur le territoire national qui corroborent la feuille de route de l'Europe, tendent à diminuer donc les tonnages sur l'enfouissement et à augmenter la valorisation énergétique. Évidemment, bien après
les filières de valorisation matière qui existent aujourd'hui. Alors, si on fait un petit résumé finalement de ce que c'est les origines du CSR, on a donc deux origines qui sont les industriels et les ménages, qui vont avoir des déchets recyclables qui vont passer dans des centres de tri. Alors, bien évidemment, l'utilisation du CSR passe après une valorisation matière, hein, parce que dans la hiérarchie des modes de traitement. Donc, d'abord, ces déchets qui ne sont typiquement pas enfouis en centre d'enfouissement vont d'abord être valorisés en termes de matière par le biais d'un centre de tri. Et ensuite, tout ce qui est ce refus de tri va pouvoir contribuer à la fraction combustible et à la fraction combustible solide de récupération. Donc, si on a donc ce combustible, donc on a vu qu'il était relativement abondant, même si la tendance est évidemment d'aller vers beaucoup moins de déchets et de la prévention, parce que le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, on va avoir ce potentiel de combustible qu'on va pouvoir incinérer pour produire de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on produit de l'énergie à partir de CSR? On va produire de l'énergie dans un cadre réglementaire, voilà, dit CPE, qui s'appelle CPE 2971, et on va installer des chaufferies avec des technologies qui sont éprouvées depuis très très longtemps, des technologies qui sont fiables et que on utilise les meilleures techniques disponibles au moment de la construction. Alors, si on résume ce petit schéma qui a l'air un petit peu compliqué, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, c'est trois zones dans cette chaufferie. Une première zone, il va y avoir l'arrivée du combustible solide avec une réception, un mélange, pour pouvoir alimenter une deuxième zone, une deuxième unité qui est plutôt four chaudière. Il va y avoir l'incinération, donc la combustion de ces combustibles qui vont produire de la chaleur, qui va alimenter une chaudière, et c'est à partir de cette chaudière qu'on va aller récupérer l'énergie, soit une énergie qui va être directement utilisable en termes d'énergie thermique, soit une énergie qui pourra être utilisée, une énergie électrique, dans le cadre de la mise en place d'un groupe turbo-alternateur. Et puis ensuite, on a toutes les fumées qui sont issues de la combustion qui vont être traitées dans cette unité de traitement de fumée, avec différentes étapes qui vont permettre de pouvoir rejeter les fumées dans un cadre d'une réglementation très stricte sur différents paramètres qui sont bien sûr suivis quotidiennement. Alors, je sais que a priori il va y avoir un petit sujet autour des aides ADEME sur cette filière, mais finalement, ce qu'on peut retenir sur cette filière CSR, c'est que l'ADEME a lancé dans le cadre de différents appels à projets ces dernières années des propositions de soutien de cette filière de production d'énergie à partir de CSR, parce que le CSR va substituer le gaz. Et pour permettre aux industriels de faire le pas et de faire cette substitution, l'ADEME propose de subventionner les investissements à hauteur de 30 à 40% des investissements faits sur cette chaufferie pour produire, comme je le disais, chaleur ou électricité, évidemment, et pouvant même être utilisés dans le cadre d'une filière de plusieurs industriels. L'état des lieux aujourd'hui sur 2024, il y a en France 2 installations qui fonctionnent, qui sont d'ailleurs pas forcément totalement sur une CPE 2971, mais voilà, on utilise du CSR dans ces installations, et ça je parle au-delà de ce qui se fait en cimenterie. Et il y a à peu près 6 unités de projets en cours de développement sur le territoire français. Quelles sont les contraintes et les avantages d'utiliser ce type d'installation? Alors, c'est une installation qui nécessite d'avoir quand même des appels de puissance relativement réguliers, c'est-à-dire que voilà, on peut alimenter avec cette chaufferie et un petit plus sur la partie gaz, qui peut se faire également. Et puis, bien évidemment, ça nécessite aussi quand même d'avoir une consommation relativement importante d'énergie, autour des 100 gigawattheures annuels.
Évidemment, ce n'est pas utilisable pour des petites consommations d'énergie, type chauffage ou des petites consommations sur le process. Par contre, ce qui est aussi avantageux dans le cadre de l'utilisation de ce combustible, c'est évidemment dans le cadre d'une économie circulaire, on va utiliser du déchet qui est local, on va limiter les effets de transport, on va avoir une visibilité sur le prix de l'énergie qui est très très intéressante, hein, qui n'est pas le cas du gaz ou même parfois du bois, hein, parce qu'on a vu les variations de prix au niveau du bois, notamment pendant la crise de l'Ukraine. On va décarboner de façon partielle, mais quand même importante, l'énergie qui est utilisée chez les industriels de l'ordre de 30%. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le CSR, finalement, il paye son entrée dans la chaufferie. C'est ce qu'on appelle un gate fee. C'est-à-dire qu'en fait, le CSR vient, pour que l'industriel bénéficie de l'énergie, le CSR vient payer son entrée. Et puis quand on a des puissances qui sont assez petites, de l'ordre de moins de 20 mégawatts, qui correspondent à peu près aux 100 gigawattheures que j'ai exprimé tout à l'heure, on va avoir une chaufferie qui ne va pas être soumise à l'ETS, à la comptabilité carbone. Voilà, je vais laisser Vincent poursuivre, et puis si vous avez des questions à la fois sur ça et sur ce que Vincent va vous présenter, donc sur un cas d'école et un projet qui existe dans l'Est aujourd'hui. Je te laisse la main, Vincent. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Vincent Milewski, je travaille pour la filiale de Veolia qui gère les déchets. En tant que directeur de projet énergie, je représente Jérôme Offray, qui dirige le département de la valorisation du bois et du CSR. Il est à l'origine et à la conclusion de ce projet de Dombasle Énergie. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Dombasle Énergie, on peut passer à la prochaine slide. Dombasle Énergie est réalisé pour le compte du groupe Solvay. Il s'agit de loin du plus gros projet français de production d'énergie à partir de CSR. Je vais vous expliquer à peu près la genèse de ce projet-là et notamment les éléments clés d'un projet CSR. Donc, on va commencer par le commencement. Solvay à Dombasle sur Meurthe, c'est quoi et quel est son besoin? Tout d'abord, c'est une implantation historique, un très grand site, 50 hectares, et une usine qui produit pour le marché mondial une production de carbonate et de bicarbonate de sodium à partir des calcaires et sels lorrains. Son procédé nécessite énormément d'énergie puisque l'usine brûle chaque année 200 000 tonnes de charbon entièrement importé. Le besoin de Solvay, c'est très nettement de sortir du charbon et d'améliorer son empreinte environnementale. Le tout en maintenant sa compétitivité et la compétitivité de son produit. Et c'est certainement l'une des motivations les plus fortes de Solvay, puisque le charbon est soumis aux variations du marché mondial de l'énergie et la vapeur produite coûte de plus en plus cher au fil des ans, notamment du fait de la mise en place de l'ETS. On peut passer à... Donc, il faut retenir en fait un besoin de substitution du charbon avec le besoin de maintenir une compétitivité sur le produit qui nous a amené en fait à proposer, et c'est c'est cette slide-là, pardon, une chaufferie CSR pour Dombasle Énergie qui lui permet de se passer entièrement des 3 chaudières charbon présentes sur le site. Donc, la chaudière a été dimensionnée pour une capacité de production de 181 MW de puissance thermique et de 17,5 MW électriques. Il s'agit d'une cogénération qui va produire 1 TWh par an de vapeur. Elle permet donc d'assurer à Solvay sa transition énergétique et participe également aux objectifs de neutralité carbone. En effet, les émissions atmosphériques et les émissions de carbone fossile
seront divisés par 2 après la mise en place de cette chaufferie par rapport au fonctionnement actuel. La réserve en eau sera également préservée puisque le circuit de distribution d'énergie fonctionne en boucle fermée et qu'on a de très très faibles prélèvements d'eau pour maintenir la qualité de l'eau. La substitution se fait également d'un point de vue très intéressant sur la notion d'énergie importée, puisque alors que le charbon est importé de production Europe et hors Europe, le CSR, lui, provient du marché local. Et donc, on substitue une source d'énergie d'importation par une production locale d'énergie. La chaufferie va fonctionner avec 350 000 tonnes de CSR et le réseau, la chaufferie et le réseau représentent en élément important un investissement de 225 millions d'euros. C'est en ça également que le projet est l'un des plus gros projets d'unité CSR, presque un projet de ce point de vue-là unique par sa taille. On peut passer à la slide suivante. Ici, on voit l'intégration sur le site. Donc, le site est un site de 50 hectares. Hein. Donc, c'est la photo qu'on voit en bas à gauche avec la zone projet de la chaufferie qui va utiliser une parcelle de 2 hectares. Et elle est située pas très loin des consommateurs, mais elle nécessite la mise en place d'un réseau de distribution de chaleur pour atteindre les ateliers. On peut passer à la deuxième, la slide suivante. Ici, on voit les travaux qui sont en cours à date d'avril 2024. Donc, on est sur les éléments qui sont mis en place. On a du mal à avoir les échelles, mais in fine, la cheminée culminera à 55 mètres et ce qu'on voit ici est à peu près entre 5 et 7 mètres en dessous de ces niveaux-là, donc on est plutôt aux alentours des entre 45 et 50 mètres de hauteur. On peut passer les travaux qui ont été lancés en début 2022 sont en cours et la mise en service est prévue pour 2025. Le travail de coopération entre les deux sociétés, ça c'est important, a permis en fait de déposer rapidement des demandes d'autorisation, puisque nous sommes sur des régimes, comme l'a signalé Sylvie, des régimes d'autorisation d'ICPE, avec des procédures d'enquête publique. Et donc, après une phase de faisabilité, d'APS, de définition grossière du projet, et la réponse à l'appel à projet énergie CSR de l'ADEME, les dossiers de demande d'autorisation ont été déposés en avril 2020, en juillet 2020, après la création de Dombasle Énergie en avril. Les définitions plus précises du projet ont amené en fait à l'obtention de l'appel des arrêtés préfectoraux en 2021, ce qui déclenche en fait le closing du financement avec le choix du constructeur de la chaufferie, ce qui permet de débuter les travaux en 2022 et d'obtenir une mise en service courant 2025. On peut passer à la prochaine. On voit, ici, on essaye un peu de résumer les clés de réussite d'une opération de ce type-là. Quels enseignements retenir? En fait, ce projet s'est concrétisé parce que Solvay a des besoins énergétiques stables, réguliers, compatibles avec des technologies de combustion du CSR et a manifesté une solide volonté de décarboner son procédé à travers le CSR. Veolia, de son côté, garantit l'approvisionnement dans la durée et possède un savoir-faire historique dans la valorisation énergétique qui lui permet d'apporter des garanties sur la pérennité des équipements mis en place. Les deux groupes ont su travailler en fait en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
un besoin de co-construction à la fois de la chaufferie et des conditions contractuelles. Donc, de plus, ce projet a bénéficié en fait au fur et à mesure de l'avancée de sa conception et du projet des synergies des deux groupes, que ce soit dans l'ingénierie ou dans l'approvisionnement, voire dans la gestion des sous-produits de l'équipement, ce qui permet fondamentalement de maîtriser les coûts de la filière. On peut passer en fait à la conclusion de notre de notre présentation en disant qu'en fait, finalement, ces projets nécessitent à la fois un client avec des besoins stables, au moins en partie d'un point de vue énergétique, un prestataire capable de garantir l'approvisionnement, mais c'est surtout deux partenaires qui s'écoutent et qui s'entendent pour challenger la solution et l'amener en fait à des coûts de production de la vapeur intéressants. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie de votre attention. On pourra passer maintenant à la séance de questions-réponses. Oui, voilà, merci beaucoup en tout cas à vous deux, hein, Sylvie, Vincent, merci beaucoup pour votre présentation, merci de nous avoir rappelé voilà, comment était fabriqué le CSR en France. Donc on l'a vu, un grand projet, hein, 8-9 ans pour le mettre en place, et puis de grosses puissances mises en jeu. Et donc une question, quelle est la plus petite taille de projet CSR rentable, hein? C'est ce que tout le monde doit se penser voilà, derrière son écran à ce moment-là. Est-ce que vous avez un ordre d'idée peut-être d'un minimum de puissance installable, si on peut l'appeler comme ça? Sylvie, si tu me permets, je vais répondre à la question. Aujourd'hui, les projets, les plus petits projets connus sont des projets qui se situent aux alentours des 19 mégawatts thermiques. On étudie également des projets plus faibles, mais je pense qu'effectivement, la limite se situe aux alentours des 15 mégawatts. D'accord. Merci beaucoup. Et dans l'idée justement du rayon d'approvisionnement, déjà, d'où vient ce CSR? Quel est le rayon d'approvisionnement? Et puis comment est-il délivré à l'entreprise, à la chaufferie? Elles viendront. Pardon. Non, mais vas-y. Non, vas-y, Sylvie, on va se partager là. Le CSR, alors les rayons d'approvisionnement, évidemment, on essaye d'avoir les rayons les plus faibles. Et d'ailleurs, dans le cadre des appels à projets CSR de l'ADEME, c'est un des critères qui est évalué pour l'éligibilité de ces projets. C'est-à-dire que il faut vraiment que ce déchet vienne des environs. Alors, ça dépend où vous vous situez, mais globalement, on va dire que, en tout cas, on essaye de rester à minima régional et voir peut-être des fois, ça dépend des centres de traitement qu'il peut y avoir autour. Et les lignes de préparation CSR, elles peuvent aussi, elles n'existent pas en soi forcément complètement aujourd'hui, mais justement, elles vont plutôt se créer par le besoin énergétique et donc par l'exutoire. C'est-à-dire que si on va faire une chaufferie pour un industriel, on va faire en sorte d'avoir aussi une ligne de préparation qui soit pas trop éloignée ni de la chaufferie ni des déchets qui vont être produits. Donc ça dépend vraiment quand même du territoire sur lequel vous êtes, mais globalement on essaie de rester sur des limites faibles, parce que de toute façon, il y a des entreprises partout et il y a des collectivités partout qui collectent le déchet. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et un petit peu pour poursuivre et terminer finalement sur ce sujet de transport, une question un petit peu plus technique. Vous indiquez donc une diminution par 2 des émissions de CO2 et donc on a Madame Rouget qui pose la question, est-ce que vous intégrez les transports justement d'approvisionnement en CSR? Est-ce que quand vous parlez de diminution de CO2, est-ce que vous aviez bien compté le transport, l'approvisionnement?
Alors, on a là-dessus, on n'a pas, enfin, quand on parle de cette diminution par 2, dans le cadre d'Ombal, ça n'a pas été, valorisé. Mais ce qu'on fait régulièrement sur les différents projets que l'on mène, c'est vraiment d'évaluer justement cette dépense CO2 due au transport. Et on s'aperçoit que finalement, elle a un impact très minime par rapport à la baisse de CO2 qui est amenée par la substitution du gaz par le CSR en fait. C'est vraiment un très très faible pourcentage. Alors, et bien évidemment, on essaye quand même de contrôler ça et c'est pour ça que le rayon d'approvisionnement doit se faire sur quelque chose le plus faible possible. Mais quand les 50%, on les dédie principalement à l'énergie. Hein. On parle vraiment énergie. Bien compris, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour voilà, cette présentation. Merci à vous. Et c'est vraiment gentil d'avoir répondu présent. Et je vais compléter, si vous le voulez bien, voilà, un petit mot de notre collègue Fabien Dufaux, voilà, qui n'a pas pu être là ce matin par rapport justement au dispositif d'aide technique et financière CSR. Et puis après, on passera la main à Laura Rouvelin pour vous parler géothermie, des aides géothermie. Donc, pour le CSR, donc voilà, il faut savoir qu'il y a régulièrement des appels à projets CSR. Donc, celui de cette année, il s'est terminé au 15 juin. Et il y a eu 30 dossiers qui ont été déposés. À savoir que l'ADEME soutient bien uniquement les installations de combustion de CSR, donc pas de préparation. Les préparations ne sont pas concernées. Un point aussi important, pour ceux qui ont regardé avant la crise en Ukraine et maintenant, effectivement, il y a une petite dérogation qui a été apportée parce qu'effectivement, le besoin de chaleur était inquiétant. Voilà, donc il y a une dérogation qui court jusqu'à 2025 pour les installations qui produisent uniquement de la chaleur. Mais normalement, une installation, c'est chaleur plus cogénération. Et puis, comme vous l'avez vu, il s'agit de projets d'envergure de plusieurs dizaines de millions d'euros de CAPEX. Donc, les dossiers se montent dans un temps long et du coup, ils sont aussi instruits dans un temps long. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler pendant 10 ans sur votre dossier et puis arriver à déposer à l'ADEME en demandant que ce soit instruit en 2 mois. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de mettre vraiment voilà, Fabien Dufaux dans la boucle dès le début pour qu'il puisse suivre les avancées du projet en même temps que vous. Voilà, il est aussi technicien conseil, il n'est pas seulement instructeur. Donc, qu'est-ce que l'ADEME vérifie? Ça recoupe un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est la bonne adéquation entre le gisement local de CSR et donc de l'installation, la bonne adéquation entre la production d'énergie et le besoin en énergie. Il ne s'agit pas de produire doublement ce dont on a besoin. Alors, du ou des utilisateurs, parce qu'évidemment, vous avez vu, il y a construction de réseaux de chaleur, donc ça peut être interbâtiment. La technologie de combustion, qui est aussi regardée, puisqu'on vérifiée et puis reste en veille technologique. Mais on commence déjà à avoir pas mal de recul sur ces gisements. Et donc, voilà, il est bien important de prendre contact avec la direction régionale de l'ADEME en amont. Donc, pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est Fabien Dufaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à le contacter. Et maintenant, je vais passer la parole à Laura, qui va nous éclairer un petit peu sur les dispositifs d'aide technique, puisqu'on a vu que c'était un petit peu quand même technique, et puis financière géothermique. Laura, si tu peux prendre la main. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas là. Ah, ça y est, je te vois. Est-ce que c'est bon? Oui, donc et puis je crois très bien. Vous ne m'entendiez pas au début, donc je disais bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie pour la transition. Donc je comprends que c'est toi qui passes les diapos, pas de souci. Moi je suis donc Laura Rouvelin, je travaille au sein de la direction Bourgogne-Franche-Comté de l'ADEME et j'ai notamment en charge 3 sujets de chaleur renouvelable, la géothermie et le solaire thermique, donc pour toutes les cibles de l'ADEME, collectivités, industrie et associés.
Et j'ai aussi en charge la thématique du bois énergie, mais pour la cible industrie et entreprise, c'est mon collègue Lionel Sibué, avec qui vous avez peut-être soit déjà eu des contacts ou lors de projets futurs. Donc là, je vais vous parler des financements fonds chaleur, donc à destination pour soutenir les projets de géothermie de surface. Donc il y a déjà eu beaucoup de choses déjà abordées lors de la première intervention. Mais peut-être commencer par vous rappeler que le dispositif fonds chaleur, c'est un dispositif qui existe depuis 2019 et qui permet de soutenir toutes les cibles hors particulier sur les projets de chaleur renouvelable. Donc, c'est bien les différentes technologies ci-dessous, biomasse, géothermie, solaire, méta, solaire thermique, valorisation de chaleur fatale et les réseaux de chaleur qui sont concernés. Donc, tu peux passer. Le fonds chaleur, c'est donc un accompagnement financier sous forme de subvention, mais pas que. C'est aussi une multitude d'informations et de conseils. Donc, je vous ai mis des liens que vous pourrez aller parcourir ensuite. Et c'est aussi de l'accompagnement technique et de l'animation. Mais ça, j'y reviendrai juste après. On a, oui, peut-être précisé, certains la connaissent peut-être déjà, la plateforme Agir pour la transition, qui est l'unique plateforme de demande d'aide de l'ADEME. Donc, tout se fait en ligne via ce lien. Et voilà. Sur la partie animation, donc il me paraissait vraiment important de vous présenter ou de vous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà, l'existence de 2 réseaux d'accompagnement spécifiques à la Bourgogne-Franche-Comté. Donc le premier, c'est le réseau RT2E, donc qui est vraiment à destination de la cible entreprise-industrie, qui est composé de plus d'une trentaine de conseillers de la transition énergétique et économique, donc au sein de différentes structures, l'AER, les CCI, les CMA, également BPI et le générateur BFC, et c'est des accompagnements qui portent sur les 4 thématiques qui sont citées à l'écran. Transition écologique, donc sur tous ces aspects, transition énergétique, l'eau et l'économie circulaire. Et donc vous avez le lien là, du détail de l'offre d'accompagnement de ce réseau et de vos contacts départementaux. Et donc le réseau suivant, c'est le réseau animateur ENR, qui est en fait un réseau de conseillers qui, eux, vont intervenir spécifiquement sur la partie production de chaleur renouvelable, donc c'est bien pour la chaleur renouvelable, et sur vos projets en lien, vos projets de chaleur. Ils peuvent intervenir donc dès vos premières réflexions, réaliser des études d'opportunité et ainsi diriger le projet, vous aider à aiguiller votre projet vers la solution la plus pertinente pour votre projet et votre contexte. Et c'est un service neutre et indépendant et qui est proposé gratuitement pour vous, porteurs de projet, puisque l'action est financée ADEME, région et FEDER. Et pour le réseau RT2E, il y a également des financements ADEME et région. La liste des contacts également, donc retenez bien ces deux réseaux pour vos projets transition écologique et spécifiquement production d'ENR. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie accompagnement technique et conseil et suivi de projet qui ne se substitue pas aux différents prestataires et bureaux d'études experts auxquels vous allez pouvoir faire intervenir sur le projet. C'est bien complémentaire. Comme le disait en début de l'intervention sur la géothermie, donc Monsieur Rob, l'ADEME soutient les études et différentes phases d'études. Donc l'étude de faisabilité, qui est vraiment le point clé. C'est une grosse étude quand même. Au niveau de l'ADEME, on a des cahiers des charges complets, mais qui permettent vraiment d'aborder tous les aspects ressources, mais aussi économiques. Et Monsieur Rob parlait de coût global. Et c'est vraiment un point important. Voilà, combien va vous coûter votre chaleur ou votre froid sur 20 ans pour prendre une décision éclairée. On aide également les forages tests et tests de réponse de terrain, donc ça a été évoqué aussi. À bien noter que pour nous, il est important de décomposer les choses. Voilà.
La faisabilité va vous permettre de prendre une décision, d'estimer d'avoir déjà une très bonne estimation des capacités du sous-sol et un dimensionnement de l'installation. Le forage test, lui, n'est pas systématiquement nécessaire, d'une part, et à un coût, voilà, si toutefois vous décidez de ne pas faire le projet de géothermie, autant vous être abstenu de payer un forage test à 30 000 €, même si il peut être subventionné, c'est toujours un coût pour quelqu'un, et on finance également des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Deux grands critères à avoir en tête: absolument le fait de faire réaliser cette étude par un bureau d'études certifié RGE. Donc vous avez deux numéros de qualification ou équivalent. Et donc son bureau d'études indépendant, hein, qui ne vendent pas de matériel ou technologie spécifique derrière. Et les études doivent répondre au cahier des charges qu'on met en ligne sur notre plateforme. Depuis 2024, le taux d'aide a augmenté et s'élève aujourd'hui de 60 à 80% sur le coût hors taxe de l'étude. Merci Sophie. Ah oui, petit rappel, hein, qui ne mange pas de pain, toute demande d'aide, alors que ce soit ADEME mais financement public, est à réaliser avant de signer l'offre ou de commander un matériel. C'est un rappel qui me paraît important de faire. Et aussi sur les aspects géothermie, enfin, sur toutes les ENR, on pourra avoir la même précaution, mais bien avoir en tête que les bureaux d'études qui vont concevoir vos bâtiments, si on parle de construction ou même de rénovation globale, les bureaux d'études ne vont pas être systématiquement les mêmes que ceux qui réalisent les faisabilités ou sont experts géothermie. Et il est arrivé souvent que au moment, voilà, juste avant de commander les travaux, le maître d'ouvrage nous contacte pour savoir de combien il peut bénéficier d'aide. Et là, on lui demande s'il a fait une étude de faisabilité, s'il répond au cahier des charges, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc là, évidemment, le projet prend un gros coup au niveau du planning et souvent au niveau du budget également. Et si vous avez un contractant général, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez déjà tout signé avec lui et que les marges de manœuvre pour avoir une installation performante derrière sont très limitées. Donc voilà, très gros warning sur ce point-là, vraiment à intégrer dès le début les bons bureaux d'études. Les aides aux investissements, donc là sur la partie travaux, trois grandes conditions, mais qui sont valables sur toutes les technologies de chaleur renouvelables. Avoir réalisé cette étude de faisabilité et qu'elle réponde au cahier des charges ADEME. Avoir au moins un acteur RGE, donc là les deux cités sont spécifiques à la géothermie de surface. Et bien sûr que l'installation réponde aux critères techniques de la technologie. Sur le fond chaleur a vraiment des exigences techniques et de performance. On y reviendra juste après. Donc sur la géothermie de surface, alors je ne sais plus si ça a été évoqué au début, j'étais pas là au tout début du webinaire, mais on est sur les 200 premiers mètres de profondeur et on va chercher des basses ou de très basses températures. On n'est pas, voilà, sur la région, on n'a pas de ressources de géothermie profonde, hein, d'eau très chaude à quelques kilomètres sous terre. Donc là, on est vraiment sur la géothermie de surface, principalement des champs de sonde comme le projet qui a été présenté, des projets sur nappe, mais il y a d'autres possibilités de technologie aidée et on aide le chaud, le froid, le géocooling qui a été présenté et le thermofrigopompe, donc en simultané, comme ça a été le cas de l'exemple du début de webinaire. Donc, les principaux critères, alors il y en a, enfin voilà, ils sont détaillés et je vous passe je vous fais pas un guide des aides, mais les principaux critères, donc c'est pour les projets dont le champ de sonde va dépasser les 1000 mètres linéaires, là on exige d'avoir réalisé un forage test et un TRT, mais c'est pas systématiquement le cas, donc voilà, pas systématiquement commander la sonde test avant de savoir que vous lancez et d'avoir l'idée de la taille de votre projet. Sur les nappes, donc forage de reconnaissance, et puis voilà, respecter l'ensemble de la réglementation sous-sol et des normes relatives au forage, avec un foreur qualifié. Et sur la partie performance de l'installation, là, il y a l'ADEME définit deux principaux critères.
Il y a vraiment la performance de la machine, donc la pompe à chaleur, avec des conditions voilà, de machine sortie usine. Donc, on vérifie au moment de l'instruction. Et la performance globale de l'installation. Et là, c'est vraiment le rapport entre la quantité d'énergie que vous allez, énergie renouvelable que vous allez sortir du sol et l'électricité consommée. Et donc, on demande aux porteurs de projet de mettre en place un suivi et un comptage pour pouvoir justifier de ces performances et en l'occurrence recevoir le solde de la subvention. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de pouvoir savoir si l'investissement que vous avez fait atteint ses objectifs et si vous ne consommez pas plus ou trop d'électricité par rapport au prévisionnel. Le calcul de l'aide, donc lui se fait de manière forfaitaire. C'est un nombre d'euros fois un nombre de mégawattheures renouvelables produits fois 20 ans. Et donc avec des forfaits que vous avez à l'écran. Et il faut savoir que la production d'ENR, donc renouvelable, se calcule de la façon suivante. C'est ce qui est l'énergie en sortie pompe à chaleur, moins ce que vous allez consommer en électricité par la pompe à chaleur. Et après, pour les projets de plus grosse taille, donc au-dessus de 2000 mégawattheures produits par an, là, il y a d'autres méthodes de calcul de l'aide. Mais pour le moment, on n'a pas aidé ce type de projet sur la région. Alors, peut-être bientôt, mais voilà. De toute façon, tout le détail du calcul est pas vous détailler tout maintenant, mais ça donne idée. Et le forfait permet aussi de se projeter sur un montant d'aide plus facilement. Le versement de la subvention se fait en 2 fois. Alors, il faut bien avoir en tête que le maître d'ouvrage, donc vous, porteur de projet, vous allez vous engager sur un nombre de mégawattheures renouvelables produits, donc une quantité d'énergie renouvelable produite. Et c'est à partir de ça que vous allez recevoir l'intégralité ou non de votre subvention. Donc, d'où l'intérêt de toutes les études préalables et d'un bon dimensionnement pour l'ensemble du projet. Et donc 80% de la subvention se fait lors de la mise en service de l'installation et le solde en fonction de l'atteinte ou non de ces objectifs de production d'énergie renouvelable. Voilà. Petite ajout de Lionel. Ouais, juste pour le solde, en fait, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un projet où vous devez être aidé de 100 000 euros pour un certain montant, si finalement vous n'atteignez que 90% de la quantité d'énergie soutirée, vous n'allez pas perdre 10% de l'aide, vous allez perdre 10% de 20% de l'aide. Donc ça fait 2%. Donc le risque, il est quand même pas. Enfin, juste pour. Oui, c'est important pour un porteur de projet de savoir aussi qu'à la fin, est-ce qu'il risque de perdre beaucoup ou pas, et le risque, oui. il est quand même relativement modéré. Oui, la précision est importante. C'est pas pour faire peur aux porteurs, mais voilà, ça permet de aussi pour nous, voilà, de vérifier et que le suivi est fait et c'est pour nous, mais c'est surtout pour vous, parce que derrière, c'est vos factures d'électricité et d'investir dans de telles solutions pour qu'elles ne fonctionnent pas comme c'est prévu, c'est vraiment dommage et vous en serez les premiers les premiers impactés. Et l'autre point, c'est que le dépôt des dossiers sur la plateforme ADEME, que ce soit pour les phases études ou les phases projet, il est quand même relativement simple, fluide. Enfin voilà, c'est pas. Et je crois que Sophie, elle vous aide même à déposer les dossiers en phase étude. Nous aussi, on le fait, mais voilà, ça prend pas 3 heures quoi pour la phase d'étude. Pour la phase projet, investissement, c'est un peu plus long. Et là, votre prestataire, il vous aide. Vous fournissez que des documents administratifs, c'est un peu plus long, mais pour une demande d'étude, voilà, c'est une plateforme, vous déposez dessus et vous avez automatiquement un accusé de réception comme quoi votre demande elle est prise en compte. Donc ça va vite aussi. Et c'est vrai que quand il y a eu en plus tout l'accompagnement en amont de l'animateur ENR, le bureau d'études qui connaît nos dispositifs, il y a rarement de mauvaises surprises et le projet est aiguillé au bon endroit. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez c'est la conclusion de mon intervention, mais je peux la répéter, dès que vous avez un projet, de contacter votre animateur local et pour vous aiguiller, vous emmener dans les bons rails et vous mettre en relation avec les bons intervenants.
Là, je voulais vous parler d'un d'un outil réalisé en Bourgogne-Franche-Comté qui sera bientôt en ligne sur notre site, hein. On pourra vous envoyer le lien quand il le sera. Donc un arbre de décision, c'est un outil qu'on voulait très simple pour les porteurs de projets, notamment les entreprises, et savoir quelles sont les premières questions à se poser. Donc là, je suis désolée, Sophie, il y a des animations, mais la première, il va falloir que tu fasses plusieurs clics. La première question à se poser, c'est quel usage avez-vous de la chaleur? Est-ce que c'est pour du chauffage uniquement ou du chauffage et du process? Si on se passe dans le cas de process, est-ce que vous avez déjà réalisé un diagnostic énergétique? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Et est-ce qu'une solution renouvelable a déjà été identifiée? Sinon, dans les deux cas, on vous renvoie au réseau RT2E qui vous accompagnera sur ces questions-là et sur l'émergence de votre projet. Et si vous avez déjà une énergie renouvelable, par exemple la géothermie d'identifier, la question à se poser est la mutualisation. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'ADEME insiste, c'est de voir au-delà de ces murs. Peut-être que vous, entreprise, vous avez un projet, mais qu'à côté, la commune, enfin votre commune, est en cours de création d'un réseau de chaleur et qu'il y aurait possibilité de mutualiser, de se raccorder. Donc, c'est vraiment des questions à se poser dès le début. Et si votre besoin concerne uniquement du chauffage, donc là on passe à la page suivante. Donc même première question, l'existence, est-ce qu'il y a possibilité de mutualiser? S'il n'y a pas de projet en cours, peut-être c'est l'occasion de voir plus grand. Et sinon, quelle est la performance de votre bâtiment? Est-ce que vous êtes sur un bâtiment neuf ou en réno global avec des besoins de température, enfin circuit qui a besoin de faibles températures, ou un bâtiment très, très consommateur que vous ne pourrez pas rénover avec des très hautes températures? Les conclusions seront pas les mêmes. Donc, quels sont vos besoins est-ce que vous connaissez vos niveaux de consommation? Est-ce que vous avez un besoin avéré de froid? Et en fonction, voilà, cet outil vous permet d'aiguiller, hein. On n'est pas sur une étude, ça ne vous empêchera pas de réaliser une étude d'opportunité ou directement de faisabilité, mais ça vous permet déjà de refermer le champ des possibles et de vous orienter vers les bonnes études. Et dans tous les cas, on vous renvoie vers l'animateur ENR. Du coup, Sophie, on est sur la fin. En Bourgogne-Franche-Comté, faut savoir que oui, les études de faisabilité sont subventionnées, elles sont même très bien. Par contre, ça a toujours un coût pour quelqu'un. C'est une étude avec nos cahiers des charges sont quand même très complets et à un moment donné, l'objectif n'est pas de saturer les bureaux d'études, hein, qui ont déjà, je pense qu'aujourd'hui, il ne manque pas de travail, mais vraiment de financer et de réaliser des études pertinentes pour votre projet. Et pour ça, pour vérifier et orienter vers la bonne FESA, il y a plusieurs outils. Donc, je viens de parler de l'arbre de décision ENR, donc qui est accessible à tous. Les études d'opportunité réalisées par les animateurs ENR, donc qui sont gratuites pour vous maître d'ouvrage. L'accompagnement, hein, par un relais, RT2E ou l'animateur. Il n'y a pas toujours besoin de faire une étude d'op, mais ils peuvent vous orienter vers la faisabilité et les bons cahiers des charges et bureaux d'études. L'étude de mix énergétique, donc Lionel Robe en a parlé dans le cadre de Pacte Industrie. Et des études d'approvisionnement, donc ça c'est quelque chose de réglementaire, je crois, dans le cadre d'une construction de bâtiment. Donc tout ce qui est réglementaire n'est pas subventionné. Après, rien ne vous empêche de missionner un bureau d'études pour réaliser une opportunité. Toutefois, elle sera pas subventionnée non plus. Donc voilà, vous avez une multitude d'outils et vraiment le message, il y a des aides sur la partie études, sur la partie investissement. Et le message à retenir, c'est qu'il y a aussi une aide technique et d'aiguillage dans les bons dispositifs et la complexité, parce que c'est pas vos cœurs de métier. Et donc, c'est deux liens à retenir. Voilà. Donc, je reprends juste la parole pour vraiment remercier Laura pour
pour voilà, la globalité là, de ce que tu nous as présenté. Je regarde s'il y a des questions. Il nous reste peut-être quelques minutes. Sinon, Solène, peut-être que tu peux nous parler en 2 mots de Pacte Industrie avant peut-être qu'on se quitte. Exactement. Donc, on vous enverra aussi les informations, en tout cas le lien vers le site. Pacte Industrie est un grand programme porté par l'ADEME et la T2E pour aider les industriels dans leurs étapes de décarbonation. Donc, il comprend à la fois de la formation et de l'accompagnement. Donc, sur la formation, on en a parlé tout à l'heure, Pro RFEI pour former des référents énergie en industrie, donc dans les ateliers. Mais il y a également des formations qui sont prévues pour les financeurs, donc pour vos DAF, pour savoir aller chercher les bons outils de financement pour financer la décarbonation et l'efficacité énergétique dans l'industrie. Et puis des formations pour les chefs d'entreprise, là plutôt orientées sur la stratégie de décarbonation, sur les trajectoires que vous voulez vous fixer. Et au-delà de ces formations, des accompagnements par des bureaux d'études sélectionnés par l'ADEME et par la T2E pour vous accompagner. Donc Lionel, tu en as parlé tout à l'heure, puisque ça peut être sur du mixte énergétique comme sur la stratégie. Et sur la stratégie, les accompagnements se font avec une méthodologie, alors je ne sais pas Laura si tu en as dit 2 mots ou pas, mais ce qui s'appelle acte pas à pas et acte d'évaluation. Et enfin, dernière information sur pour les entreprises qui souhaitent s'appuyer sur un système de management sur le référentiel ISO 50001 et qui vont à la certification. Dans Pacte Industrie, il y a également une prime Pro SMEN qui permet d'obtenir jusqu'à 40 000 euros pour pouvoir financer votre plan de comptage, éventuellement un accompagnement à la mise en place de votre système de management de l'énergie. Voilà. Et la communauté des référents énergie. Donc, on aura l'occasion, d'ailleurs, le 12 juillet, si je peux vous le dire, il y a un webinaire organisé par la T2E et le groupe AFNOR, donc c'est pour ça que j'ai en tête la date, sur Pacte Industrie, avec des retours d'expérience sur des entreprises qui ont mis en place ISO 50001. Voilà. Bon, je crois que Sophie, on va peut-être pouvoir conclure ce joli webinaire. Déjà, vous remercier, Lionel, Laura et puis Sylvie et Vincent pour votre générosité dans les informations apportées. Je trouve que c'est important et ce partage est super important. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, ça aura plu aux participants. Voilà, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment à tous. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée et merci. Au revoir.